Hellboy fait partie de mes personnages de comics favoris. Il est cool, bien moins conventionnel que Batman, et surtout possède un lien très puissant avec le paranormal. Un univers qui permet de vendre du rêve à tous. Ici on va parler du second film réalisé par Guillermo del Toro, à savoir Hellboy et les Légions d'Or. Nous allons user de cette œuvre pour discuter des notions de maturité et d'ego entre autres. Car Hellboy 2 possède cet avantage énorme d'être un film avant d'être une franchise. À l'heure où les Marvel doivent tous respecter des codes pour créer une timeline, les deux films Hellboy de Del Toro ne s'imposent rien, car ils ne font partie d'aucun univers cinématographique. Ce long métrage est donc la suite du premier Hellboy sorti en 2004. Cependant, même si l'on retrouve les mêmes héros que dans le premier film, il est tout à fait possible de voir l'un sans avoir vu l'autre. Sorti en 2008, l'œuvre se veut plus mature et plus adulte que le premier. Avec un Ron Perlman dans le rôle principal et un réalisateur qui a déjà fait ses preuves derrière la caméra, on ne pouvait s'attendre qu'à un bon film. Nous nous retrouvons à nouveau dans l'agence de lutte contre le paranormal, alors qu'un mystérieux prince elfe surgit du passé à New York pour réveiller les Légions d'Or, entité mécanique surpuissante et dangereuse. Néanmoins, cette histoire ne sert que de prétexte au film pour laisser place à ses personnages. Ici, Rouge et Lise vivent leur première dispute de couple, tandis qu'Abraham découvre cette émotion humaine si irrationnelle qu'est l'amour. Le film nous offre une nouvelle grille de lecture vis-à-vis des personnages, pour que nous entrions dans leur quotidien. Et même s'ils vivent des aventures épiques, la narration prend le temps de s'attarder sur leur vie, leurs doutes et leur aspect humain. Ici, Hellboy, ou Rouge, est lassé d'agir dans l'ombre. Il rêve de reconnaissance, d'intégration et d'une vie ordinaire. A l'inverse, son amante, Lise, fuit les regards et fait preuve d'une grande réserve envers le monde extérieur, car elle ne le connaît que trop bien. C'est cette dissension dans le couple qui va conduire à la remise en question des personnages. L'antagoniste de son côté, le prince Nuada, s'approche plus d'un anti-héros que d'un vilain classique. Nous sommes bien loin des méchants sans profondeur. Il veut réparer l'injustice profonde qui force les siens et les créatures magiques à se cacher des humains. Il méprise l'humanité, car elle a condamné son peuple et lui à l'exil et à la disparition. Il souhaite avant tout sauver les siens. De par sa construction, il est à la fois semblable et antagoniste au héros principal. Puisque là où Hellboy souhaite s'intégrer, Noada souhaite détruire pour que les siens puissent de nouveau vivre en paix. Nous allons directement parler de Kant, et de l'une des questions qui a rythmé sa vie. Que dois-je faire ? Petit rappel pour les néophytes. Kant a cherché tout au long de sa vie à répondre à 3 questions. Que puis-je connaître ? Que dois-je savoir ? Que m'est-il permis d'espérer ? Ces questionnements ont coordonné sa pensée et sa philosophie tout au long de son existence. Pour en revenir à notre sujet, je vous disais en présentation que Rouge souhaite obtenir de la reconnaissance, pour ne plus agir dans l'ombre. Il s'éloigne de la philosophie kantienne. Pour l'auteur, il faut agir par devoir, et non conformément au devoir. Ce qui implique qu'il faut agir pour le bien sans attendre de reconnaissance, de paiement ou quoi que ce soit d'autre. Un chirurgien militaire, par exemple, agit par devoir, pour des idéaux. Ses intentions sont pures. A l'inverse, un chirurgien plastique qui charcute des gens pour profiter de leur faiblesse et se faire un paquet de fric, agit conformément au devoir. Il fait ce qu'il doit faire, mais dans le but totalement intéressé de se faire de l'argent en profitant du mal-être des gens. Dans la première partie du film, Hellboy agit donc conformément au devoir, et non par devoir. Il est dans une quête égoïste de reconnaissance et se moque de faire le bien pour faire le bien. Il le fait parce qu'il souhaite s'intégrer. Cela ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Il souhaite que les humains l'acceptent et le tolèrent, ce qui le pousse à prendre des risques et à s'exposer malgré le secret dans lequel il vit. A l'inverse, le personnage d'Abbé, plus connu sous le nom de Bleu, agit par un impératif catégorique. Il agit par devoir. Il ne se soucie pas de son image, ni de ce que les gens peuvent penser de son existence. Il se soucie de faire le bien, d'accumuler des connaissances et d'aider Rouge et Lise à se comprendre. Ses intentions sont innocentes. Du moins, dans la première partie du film. Car s'il y a bien quelque chose qui peut changer un être vivant quel qu'il soit, c'est la notion très humaine d'amour. L'amour est l'opposition directe de l'ego et de la quête de reconnaissance. Car s'aimer, c'est bien, trop s'aimer, c'est être égocentrique, et généralement, cela ne permet pas de créer de relations stables avec qui que ce soit. Nous pourrions formuler ce constat ainsi. Il est bon de s'apprécier, il est toxique de s'idolâtrer. Voilà les enjeux dans la première moitié du film. Ils sont simples, percutants, et surtout très honnêtes. Rouge veut plus de reconnaissance, Lise veut être libre de faire ce qu'elle veut, Abbé souhaite que ses amis soient heureux. Il s'agit d'une grille de lecture simpliste, mais qui percute. Elle permet à n'importe quel spectateur de pouvoir s'identifier au personnage irréel. Parce que, finalement, on est tous un peu l'un des 3 personnages. Qui n'a jamais souhaité être libre, heureux ou reconnu ?
L'aspect fictionnel de cette œuvre n'entrave rien à son message et à sa réflexion. Pour beaucoup de philosophes, notamment Aristote et Schopenhauer, la notion de pour soi est la plus néfaste de toutes, car elle implique que chacune de vos actions, tous vos choix et tout votre monde ne gravitent qu'autour de votre personne. Pour ces deux auteurs, c'est la pire chose qui soit, car en restant obnubilé par votre être, vous perdez des yeux le fait qu'il existe des milliards d'autres. C'est le second message du film, qui s'illustre parfaitement après la première demi-heure de l'œuvre. Rouge a réussi à se faire connaître, il est parvenu à briser le secret. Mais en étant tellement concentré sur son propre désir, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait rendu celle qu'il aime malheureuse, ni qu'il s'était éloigné de son meilleur ami. Il y a une phrase dans l'œuvre qui est percutante, et qui remet en question le désir de reconnaissance. Il s'agit d'une réplique de Lise qui est « Il faut que tu réfléchisses. Est-ce que tu as besoin de que tous les inconnus t'aiment, ou est-ce que je te suffis ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? La soif de reconnaissance est insatiable, c'est un combat perdu d'avance. Il est inutile de chercher à ce que tous nous aiment, car c'est mathématiquement impossible. Ça serait comme vouloir posséder tous les grains de sable d'une plage. La seule chose qui soit importante, c'est l'amour que nous portent certaines personnes. Ce n'est que par cet amour sincère, partagé, qu'un être humain peut se dépasser pour atteindre la maturité. Nous voilà sur le point le plus important de l'œuvre, l'accès à la maturité. Car contrairement à une idée reçue, personne ne devient mature après une crise d'adolescence ou en grandissant. Vous pouvez vivre 3 vies sans jamais avoir mûri. Ce qui mène à la maturité, c'est l'expérience, la remise en question et l'acceptation de l'imperfection. Nous sommes tous des masses d'argile qui, avec le temps, prendront dans la forme, du caractère, de la vie. La maturité n'est que l'une des nombreuses étapes que nous pouvons franchir dans notre existence. Et elle se caractérise de tellement de manières différentes. Est-ce que faire ses devoirs à l'heure signifie être mature? Est-ce que savoir dialoguer avec autrui est signe de maturité? Vous pouvez réfléchir à cela. Personnellement, j'ai mes idées sur le sujet. Nous avons tendance à bien trop souvent confondre maturité et responsabilité. Dans le film, cela nous apparaît lorsque Ab, le plus mature du groupe, finit par se comporter de manière totalement irresponsable, en risquant la vie de toute l'humanité pour sauver la femme qu'il aime. Car la maturité n'est qu'une conséquence des émotions et notre attitude face à elles. Autrement dit, la maturité ne se définit pas par rapport au goût d'une personne ou à sa responsabilité. Une personne mature peut très bien aimer les dessins animés. Un adolescent de 12 ans est tout à fait capable de montrer sa maturité en agissant de manière calme et réfléchie face à ses émotions. Vous ne pouvez jamais considérer que quelque chose est immature, car ça n'a aucun sens de dire cela à qui que ce soit. La maturité ne se définit que par rapport à nous-mêmes, et à notre attitude face à nos émotions, qu'importe l'âge ou le mode de vie. À la fin du film, les 3 personnages quittent l'agence qu'ils ont longtemps servi, pour vivre par leurs propres moyens. Rouge souhaite vivre avec Lise pour s'occuper de ses enfants avec elle. AB souhaite faire son deuil et vivre sa vie avec ses amis. Et au final, à la fin de l'aventure, ils auront tous gagné en maturité de manière différente. Rouge a finalement accepté qu'il ne pouvait pas être aimé par tous, Lise a fini par accepter le fait qu'elle pouvait être mère, et AB a découvert qu'il ne pouvait pas être parfait. C'est ce que renvoie à la réalité. Ce qui conclut le film, et qui apporte une véritable note amère à la fin de l'aventure de nos héros.